Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de crypto art, d'argent. Je vais aussi vous montrer mon dessin dont je suis le plus fier et restez bien jusqu'à la fin car je pense que ça va être le futur de l'art. Non pas mon dessin, mais plutôt le sujet de cette vidéo. Comme vous le savez, le salaire d'un youtubeur n'est pas fixe et il change tout le temps selon plein de critères qu'on ne contrôle pas forcément. Et ça peut devenir très vite chiant dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi j'essaie de trouver une solution pour mon revenu. Et vu qu'on va parler d'argent, pour des raisons légales, je me dois de vous dire que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je vais vous dire n'est que mon propre avis et vous ne devez en aucun cas vous baser sur ce que je vais dire pour gérer votre argent. Et soyez toujours conscient des risques que vous prenez lorsque vous allez faire vos démarches. J'ai donc fait pas mal de recherches sur les finances et lu quelques livres à ce sujet. Et par exemple, dans le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, il est décrit 4 façons de gagner son argent. Il faut voir ça comme un cercle avec 4 parties différentes. Ici, en haut à gauche, on va voir par exemple les premiers, c'est les S, les plus connus, donc c'est les salariés. Ce sont des personnes qui travaillent pour quelqu'un et ils échangent leur temps contre de l'argent qu'ils reçoivent tous les mois. Ensuite, il y a les T. Ce sont des personnes qui travaillent pour eux-mêmes. Je fais partie moi de ce cas-là ici. Donc je travaille, j'échange mon temps pour faire des vidéos et c'est plus je travaille, plus je vais toucher de l'argent. Mais mon argent sera toujours dépendant du temps que je vais consacrer. Ensuite, il y a les P à droite. Donc ça, c'est les patrons. Eux, ils touchent de l'argent, mais ce sont les gens qui travaillent pour eux. Et enfin, il y a les I, ce sont les investisseurs. Eux, pareil, ils ne travaillent pas, mais c'est l'argent qu'ils investissent qui travaille pour eux. L'argent qu'ils vont mettre dans tel ou tel projet, eh bien, c'est cet argent-là qui va leur générer de l'argent. Et l'auteur du livre explique que tant qu'on fera partie de la partie gauche de ce cadran, eh bien, on ne pourra jamais gagner assez d'argent pour être libre, car on va toujours devoir travailler plus et donner plus de notre temps pour avoir plus d'argent. Alors que les personnes qui sont dans ce côté, eh bien, ils n'ont pas à travailler plus, ce sont les gens ou l'argent qui travaille pour eux. Ainsi, eux, ils ont plus de temps de libre pour eux-mêmes pour pouvoir créer d'autres projets et ainsi se faire encore plus d'argent. Et vu que moi, avec YouTube, eh bien, j'ai pas un salaire fixe et que je vais essayer de me trouver plus de temps pour pouvoir me consacrer à d'autres projets, eh bien, il faut que je change donc de camp. Patron, c'est pas quelque chose que je pourrais faire et ça pourrait me prendre beaucoup de temps pour y arriver. Mais du coup, le plus simple, c'est d'être dans les investisseurs. Alors, on peut investir dans plusieurs choses. Il y a par exemple le fait d'investir dans une entreprise. On peut investir dans des actions d'entreprise ou alors plus récemment, on peut investir dans de la crypto-monnaie. Et oui, tout ce que je vous dis là a un rapport avec le dessin et vous allez le voir. Alors, la crypto-monnaie, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, c'est une monnaie numérique qui est considérée par beaucoup comme étant la monnaie du futur. La plus connue, c'est le Bitcoin, mais il y a aussi l'Ethereum, Cardano, Polkadot ou encore les Dogecoin. Aujourd'hui, l'argent qu'on utilise eh bien, diffère selon les pays. La plus connue, c'est le dollar, mais par exemple en Europe, on utilise l'euro. Et un truc qui est drôle, c'est que pour vous illustrer tout ça, eh bien, j'ai essayé de trouver de l'espèce chez moi, mais j'ai rien trouvé à part cette pièce de 5 centimes. En fait, je me suis rendu compte que ça fait genre 2 ans que je fais tout par carte bleue et que je n'ai plus d'espèces en fait. Mais bref, donc là j'ai 5 centimes. Et bien, si je donne ces 5 centimes à quelqu'un d'autre, et bien je transfère mon argent de moi à cette personne et cette personne aura 5 centimes en plus. Ou alors je peux aussi le faire numériquement avec les banques et les virements bancaires. On a par exemple ici une banque A et ici une banque B. Et imaginons par exemple, je veux envoyer une somme de 10 € à Thomas. Et bien, donc là, dans mon compte, imaginons j'ai 100 € et que Thomas a également 100 €. Lorsque je paye avec ma carte bleue ou alors faire un virement bancaire, et bien, j'envoie l'info à la banque. La banque, elle voit ce que j'ai, donc j'ai 100 €. Elle se dit, OK, on va enlever 10, donc il va me rester plus que 90. Et elle va envoyer ces 10 à Thomas. Et Thomas, lui, il aura 100 plus 10, c'est-à-dire 110 €. Et donc, dans mon compte, on aura ces transactions qui seront affichées. Et également dans le compte de Thomas, ces transactions qui seront affichées. Et c'est ça qui permet de faire de preuves. Mon argent s'est bien transféré. Et c'est une preuve qui est suffisante. C'est-à-dire qu'on fait assez confiance à nos banques pour croire à tout ce qu'ils nous affichent. Et on sait très bien que ça ne va pas forcément se faire hacker demain. Parce que ce sont des systèmes qui sont assez sécurisés. Mais le problème, c'est que tout est centralisé. C'est-à-dire que l'argent est créé par les banques et les États. Et donc, si jamais il y a un problème, on n'a pas le contrôle dessus, mais c'est eux qui le contrôlent. On l'a vu récemment avec la crise qu'il y a eu en Grèce où les gens ne pouvaient même plus retirer leur propre argent. Et du coup, il y a des gens qui se sont dit, est-ce qu'on ne devrait pas créer un nouveau système de monnaie où ça ne sera pas centralisé par les banques et les États, mais plutôt décentralisé sur tout le monde. Et c'est là qu'ont été créées les crypto-monnaies qui sont basées sur une nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain. Il y a plein de vidéos qui expliquent bien mieux que moi ce que c'est que la blockchain, mais pour vous résumer, en gros, imaginez que vous avez un carnet et que dans ce carnet, à chaque fois que vous faites une transaction, que vous envoyez de l'argent à quelqu'un ou que vous recevez de l'argent, eh bien vous l'écrivez dans ce carnet. Et maintenant, imaginez qu'il y a des millions et des millions de personnes qui peuvent venir voir ce carnet avec vous et vérifier toutes les transactions avec vous. Et le truc, c'est que personne ne peut venir modifier ce qui est écrit dans ce carnet. Et si jamais la personne veut le faire, il faut que ça soit vérifié par les millions de personnes. Et du coup, ça rend le contenu de ce carnet très très sûr car il y a des millions et des millions de personnes qui vérifient en même temps. Et bien la blockchain, c'est exactement le même fonctionnement que ce carnet. Ça s'appelle blockchain parce que c'est littéralement des blocs qui sont liés par des chaînes.
Et en gros, ce qui se passe, c'est imaginons donc que je donne un bitcoin à Thomas. Alors déjà, ça voudrait dire que je suis très riche parce qu'un bitcoin en ce moment, ça vaut à peu près 50 000 euros. Mais quand je vais envoyer donc le bitcoin, eh bien, sur le répertoire public, donc ici est la blockchain, sur une des blocs, il va y avoir écrit qu'un bitcoin a été envoyé par mon adresse à l'adresse de Thomas à tel jour, telle heure exactement. Et cette transaction, elle est vérifiée par des milliers et des milliers d'ordinateurs. Et c'est une fois qu'elle a été vérifiée par tous ces ordinateurs-là, eh bien on passe au bloc suivant et ainsi de suite. Donc la blockchain, pour résumer vulgairement, eh bien c'est ça, c'est un répertoire qui est public, qui est visible par tout le monde, sur lequel toutes les transactions de crypto-monnaie s'inscrivent dessus. Et ce sont les ordinateurs des gens chez soi qui vont aller vérifier toutes ces opérations. Et étant donné qu'il y a tellement d'ordinateurs qui vérifient en même temps, ça rend ce système très sécurisé. C'est pour ça que c'est très sûr et que le marché de la crypto-monnaie est en train de s'envoler car c'est basé sur un système ultra sophistiqué. Et en fait, c'est là que les gens ils se sont dit, donc si on peut inscrire des choses qui ne peuvent être modifiées par personne, bah pourquoi pas y inclure des œuvres d'art. Dans le milieu de l'art, il y a un truc qui est un peu injuste, c'est que par exemple si vous êtes un peintre, eh bien une fois que vous avez fini votre tableau, vous avez votre unique tableau, l'original, que vous allez pouvoir vendre physiquement et vous allez même pouvoir le vendre très très cher. Pareil pour ceux qui font de la sculpture, pour les dessinateurs, etc. Pour un artiste qui fait du digital art, c'est pas possible dans le sens où il ne va pas pouvoir vendre son fichier JPEG ou son fichier PSD parce que les fichiers, eh bien, on peut les copier à l'infini et ça perd de sa valeur. Du coup, ce que font en général les digital artistes, eh bien, c'est ils font des imprimés de leurs dessins et ils vendent ça à quelques euros en espérant en vendre énormément. Ou alors, ce qu'ils font, c'est ils participent gratuitement à des concours sur Internet pour se faire connaître. Ou encore, ils essaient de travailler pour des entreprises, mais ils se font pas très bien payer à chaque fois. Donc, c'est quelque chose qui est assez galère pour ceux qui font du digital art. Mais c'est là que la technologie du blockchain devient très intéressante pour eux parce que maintenant, si on prenait le fichier de base et qu'on le minait sur la blockchain, c'est-à-dire qu'on le transfère dessus, eh bien, il y aura écrit quelque part sur la blockchain que à cette journée, à cette date précise, par cette personne-là, il y a ce dessin qui a été miné. Et donc, on passe d'un fichier qui peut être copié à l'infini à un fichier qui est unique sur la blockchain et qui est visible par tout le monde et vérifié par tout le monde que c'est vraiment le fichier unique. Et vu qu'il est unique, eh bien, il devient un original et il prend beaucoup de valeur et c'est ce qu'on appelle un NFT. Et si on devait traduire, ça voudrait dire des jetons non divisibles et qu'on ne peut pas remplacer. Par exemple, cette pièce de 5 centimes que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, on peut la remplacer avec n'importe quelle autre pièce centime dans ce monde. Ça vaudra toujours une pièce de 5 centimes. On peut la diviser, on peut en faire 5 pièces de 1 centime ou alors 2 pièces de 2 centimes plus une autre pièce de 1 centime. C'est quelque chose qu'on peut modifier car il en existe en infinité et on en crée tout le temps. Alors que cette pièce de 10 euros qui a été créée en version limitée et donc il n'y en a pas une infinité, eh bien elle n'est pas remplaçable. On ne peut pas échanger cette pièce de 10 euros contre un billet de 10 euros. Pareil, on ne peut pas la diviser. Je ne peux pas remplacer cette pièce par 2 billets de 5 ou 10 pièces de 1 euro. Elle a été créée à une date précise en 2016 et avec le temps, elle va continuer à prendre de la valeur. Et donc, c'est ce qu'on peut appeler un NFT. J'ai investi dedans parce que je trouve que c'est très cool d'avoir ça. Mais donc, un NFT sur la blockchain, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être même une chanson. Et même dans le futur, ça va être des documents et on en reparlera plus tard. Mais en ce moment, ce sont les dessins et les gens se les arrachent. Et l'exemple le plus connu, eh bien, c'est l'artiste Beeple. Alors, vous voyez le projet Inktober qui consiste à faire un dessin par jour pendant les 30 jours du mois d'octobre. Eh bien, Beeple, ça fait 13 ans qu'il fait ça. Ça fait 13 ans qu'il crée un dessin par jour sans interruption. Mais je le répète, ça fait 13 ans où tous les jours il crée un nouveau dessin qu'il poste sur les réseaux sans interruption. Et s'il a réussi à faire ça, c'est parce que c'est quelqu'un de vraiment très passionné. Il l'a toujours fait gratuitement, mais récemment c'est devenu très rentable pour lui car il a réuni les 5000 premiers dessins qu'il a fait de ce projet. Il en a fait une image et cette image il l'a minée. Et il en a fait donc un NFT et cet NFT a été vendu pour 69 millions de dollars. Ce qui fait de lui l'homme ayant vendu l'œuvre la troisième plus chère et toujours en étant vivant. Sachant qu'en deuxième position, l'artiste toujours vivant ayant vendu l'œuvre la plus chère, c'est l'œuvre de David Hockney qui s'appelle Portrait of an Artist, qui a été vendu à 90 millions de dollars. Et en première place, c'est l'artiste Jeff Koons qui a vendu son œuvre qui s'appelle Rabbit à plus de 91 millions de dollars. Et les NFT fonctionnent souvent par des systèmes de vente aux enchères et c'est un truc que je trouve très cool parce que jusqu'à maintenant, mais peut-être que je me trompe, mais j'avais l'impression que toutes les ventes aux enchères de tableaux, de grands maîtres, etc., eh bien, c'était fait dans des soirées privées par des gens de la haute société et que c'était fermé au public et que ça se faisait entre potes, etc. Et peut-être que je me trompe, hein, mais alors que maintenant, grâce aux NFT et aux sites qui se sont mis en place, n'importe quelle personne, depuis sa chambre, avec juste un téléphone,
elle peut s'acheter un chef-d'œuvre de son artiste préféré et qui vaudra des millions dans quelques années. Et donc je trouve que l'arrivée des NFT, eh bien, ça a ouvert au grand public le système des ventes aux enchères et ça permet aux artistes de vivre de leurs dessins sans devoir travailler pour quelqu'un, être exploité par des entreprises ou devoir faire des concours gratuitement sur internet. Maintenant, ils peuvent directement passer leur temps à créer quelque chose en quel ils croient, le proposer en mode NFT et ce sont leurs fans directement qui vont pouvoir acheter et soutenir leurs artistes. Et comme je vous l'ai dit, donc là on met des dessins, mais plus tard on va pouvoir mettre donc des documents. Ça peut être par exemple le passeport, ça peut être une carte d'identité, la carte vitale. Vu que c'est très sécurisé, on va pouvoir sauvegarder tous nos documents qu'on a à la maison, la paperasse, numériquement sur la blockchain et pouvoir les utiliser à n'importe quel moment juste avec un téléphone. Donc c'est vraiment quelque chose qui va, je pense, faire partie de l'avenir. Et là on est vraiment au tout début de cette aventure et donc j'ai voulu y participer en créant mon premier NFT. Depuis longtemps j'avais une idée en tête, c'est de faire un enfant qui dessine et en fait ce qu'il dessine devient son monde en l'entourant. Et donc j'avais déjà fait plusieurs versions, j'ai même posté une version sur Instagram qui était un brouillon et après avoir fait des dizaines et des dizaines de versions différentes, eh bien j'ai enfin terminé et j'ai voulu que ce soit ça mon premier NFT car pour moi ce dessin c'est ce qui représente le plus la création et l'art. J'ai décidé de remplacer l'artiste par un enfant car je trouve que c'est à cet âge là qu'on a le plus d'imagination. En général lorsqu'on grandit on est confronté aux problèmes de la vie qui ne vont plus laisser place à l'imagination. Je l'ai fait ressembler à un petit monstre parce que je trouve que les artistes sont souvent considérés un peu comme étant en marge de la société. Je voulais que ce dessin touche à tout type de création et pas forcément le dessin. C'est pour ça qu'on voit pas forcément qu'il a un stylo dans la main, mais c'est une lueur blanche qui va représenter donc l'outil de création en général. Quant à sa création, je lui ai donné un double sens. Il a le sens de l'univers pour représenter un peu ce côté magique de l'univers, l'infini, la beauté, mais en même temps sur les côtés il se transforme en fumée noire et donc il a aussi une forme de monstre car nos créations peuvent devenir nos pires ennemis. L'homme, ce qu'il crée n'est pas forcément bon et cette création entoure l'artiste, c'est pour montrer qu'on crée notre univers et que nos créations deviennent le monde dans lequel on vit. Et on voit le petit personnage essayer comme de caresser mais à la fois de mettre un stop à sa création parce qu'au fond, peu importe ce qu'on crée, eh bien ça fait partie de nous-mêmes et on ne déteste jamais vraiment à 100% ce qu'on crée. Donc voilà, ça c'est un de mes dessins dont je suis le plus fier. Je l'ai appelé donc créer son monde. Il y a plusieurs sites pour pouvoir miner son dessin. Moi j'ai essayé de le faire sur le site qui s'appelle Fondation et ils fonctionnent tous différemment. Par exemple sur Fondation, donc une fois que le dessin est posté et qu'on choisit le prix, d'ailleurs ça je vais vous en parler pour le prix dans un instant. Donc en gros, si quelqu'un vient et mise donc le prix, il y a des ventes aux enchères qui commencent pendant juste 24 heures. Et en gros, c'est pendant ces 24 heures-là, à partir du moment qu'une première personne a misé, donc il y a des ventes aux enchères, et à la fin de ces 24 heures-là, la personne qui a donné le plus haut prix récupère le NFT, et le NFT lui appartient sur la blockchain, et donc ça sera visible par tout le monde et vérifié par tout le monde. Alors là, il est affiché à 330 $, mais en fait, lorsque on met des prix, on le met en Ethereum, donc qui est une crypto-monnaie, c'est la deuxième après le Bitcoin. Moi, lorsque j'ai miné le dessin, ça m'a coûté exactement 200 €. Donc j'ai payé 200 € de moi-même pour pouvoir avoir le privilège de mettre mon dessin sur la blockchain. Et en fait, je me suis dit que vu que j'ai mis 200 €, je vais pas faire de marge ou autre sur ce dessin-là, donc je vais le mettre à 200 €. Et donc la semaine dernière, lorsque je l'ai fait, le 23 avril, l'Ethereum était à un prix tel que lorsque j'ai décidé de le mettre à 0,1 Ethereum, ça faisait pile 200 €. Et le truc, c'est que j'ai pas prévu ça, mais en ce moment, l'Ethereum est en train d'exploser. Et un Ethereum, maintenant, ça vaut 3000 $. Et quand je l'ai posté, un Ethereum, ça valait 1800 €. Et donc, en le mettant à 0,1 Ethereum, ça faisait 200 €. Et pendant que je préparais cette vidéo, l'Ethereum a explosé son record, ce qui fait que maintenant, ça vaut 330 €. Et le truc, c'est que l'Ethereum va continuer de monter, monter, monter. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire la vidéo assez rapidement pour pas que le dessin soit très très cher, parce que le prix du dessin va ne faire qu'augmenter également. Et pour les personnes qui se demanderaient à quoi servirait d'acheter un NFT, eh bien, je dirais que c'est pour n'importe quel type d'achat lorsqu'il s'agit d'art. Première raison, c'est on aime l'œuvre, on voit un tableau qu'on apprécie, eh bien on donne de l'argent pour échanger contre le tableau. Un objet de décor, un bijou, peu importe, on aime l'œuvre qui a été créée et on paye pour l'œuvre. La deuxième raison, en général, c'est qu'on veut soutenir l'artiste. Par exemple, moi il m'est arrivé d'acheter des chansons pour juste pouvoir soutenir l'artiste et lui montrer que il est soutenu, que ce qu'il fait est bien, qu'il doit continuer, etc. Et donc la deuxième raison, c'est de soutenir un projet ou soutenir un artiste en achetant ses créations. Et la troisième raison, et qui existe depuis très longtemps, c'est la spéculation, c'est-à-dire qu'on achète une création car on sait qu'il a du potentiel et que plus tard l'artiste va devenir célèbre et que donc ses créations coûteront beaucoup plus cher et c'est dans le but de le revendre plus tard plus cher et donc de se faire un bénéfice sur la vente. Et je suis sûr que parmi vous, ça vous est déjà arrivé de tomber sur un artiste qui est vraiment pas très connu, mais que vous voyez qu'il va devenir très célèbre plus tard et qu'il va percer. Et donc c'est en ça que c'est intéressant les NFT, c'est que maintenant n'importe quel artiste va pouvoir donc créer ses produits, ses créations, et les gens pourront investir
dans leur création et en quelque sorte, eh bien, vous investissez dans l'artiste. Autre chose que je trouve très intéressant avec les NFT et que je ne pense pas qu'il existe autre part, c'est par exemple si demain il y a une collaboration entre un artiste et une marque, comme imaginons Nike va travailler avec Joule pour faire des chaussures. Donc ce sera rare, beaucoup de gens voudront les acheter, mais donc Nike va vendre ses chaussures par exemple à 100 €. Et quelqu'un qui va l'acheter à 100 € va pouvoir le revendre à un fan de Joule et de Nike à peut-être 500 €. Mais Nike et Joule l'ont vendu à 100 €, mais lorsque la personne l'a vendu à 500 €, donc la personne se fait 400 € de bénéfices, mais ces 400 € de bénéfices n'ont pas de rapport avec Nike et Joule. Nike et Joule auront vendu 100 € et c'est la seule chose qu'ils vont récupérer. Alors qu'avec NFT, eh bien, la personne qui a le NFT et qui le revend, si après le NFT est revendu, eh bien, la personne elle peut toucher 10%. Ce qui fait que c'est dans l'intérêt de l'artiste de toujours travailler plus et de toujours s'améliorer et de toujours créer des dessins de plus en plus stylés pour que la valeur de ses créations augmente. Ainsi, si jamais quelqu'un revend après les dessins, ben, l'artiste continue de toucher de l'argent. Et ça, c'est hyper cool parce que jusqu'à maintenant, beaucoup d'artistes eh bien, refusaient de vendre leurs œuvres parce qu'une fois qu'ils s'étaient vendus, ben, ça ne leur appartenait plus, ça n'était plus à eux. Alors que là, il y a une espèce de suivi qui va être bénéfique à tout le monde car quand le dessin va être transféré à chaque fois, eh bien, celui qui détient le NFT va toucher un pourcentage à chaque revente plus tard. Par exemple, l'artiste Victor Mosquera qui a réalisé cette œuvre qui s'appelle Surfacing. Donc voici l'œuvre. Donc ça a été miné le 14 mars et il l'avait mis au prix de 1 Ethereum. Bon, aujourd'hui, 1 Ethereum ça fait 3300 $, mais le 14 mars, 1 Ethereum ça valait à peu près 1800 $. Et donc là, cette personne est venue et a payé 2,2 Ethereum et donc les ventes aux enchères ont commencé pendant 24 heures. Et donc à la fin des 24 heures, c'est cette personne qui avait misé 66 Ethereum qui a remporté le dessin. Et ensuite, cette personne a remis le dessin aux enchères et ça a été remporté par cette autre personne. Et ici sur la partie gauche, eh bien, vous avez accès à la blockchain pour pouvoir voir eh bien, le répertoire public et voir toutes les transactions qui ont été faites par rapport à ce dessin. Et il y a plusieurs choses qui sont en train de se mettre en place. Là, c'est plus pour le fun, mais par exemple des bijoux où vous allez pouvoir mettre dedans vos NFT qui vous appartiennent. Ou alors, on va pouvoir voir des musées avec des NFT authentiques. Et on pourrait même imaginer plus tard créer virtuellement un musée avec donc nos NFT qui nous appartiennent. Et par exemple, vous, depuis chez vous, vous allez pouvoir mettre un casque VR et vous allez pouvoir venir visiter mon musée depuis votre chambre. Et ainsi, on va pouvoir chacun avoir ses musées. Et moi, mon but, c'est aussi d'avoir des Ethereum de côté pour pouvoir investir dans quelques artistes dont j'apprécie le travail. Et j'aimerais me créer comme ça mon propre musée que je vous montrerai plus tard. Donc, je vous ai mis en description mon premier NFT. N'hésitez pas à aller le voir. Et n'hésitez pas à me suivre sur le site Fondation pour voir mes futures créations. Ça me ferait super plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur le site toutes les créations de fou qu'il y a et à soutenir vos artistes préférés. Également, voici le nom qui s'affiche du gagnant des 2 dessins que j'avais fait dans ma dernière vidéo de ma collaboration avec NordVPN et du dessin de Hisoka dans plusieurs styles différents. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.